Voilà, c'est en train d'enregistrer. J'espère que ça fonctionne. Euh, Pour parler de la mort sans tabou. Je pourrais parler de tout sans tabou, en fait. Alors, sans tabou, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas garder une certaine pudeur, une certaine délicatesse, une certaine bienveillance. Et il ne s'agit pas euh, d'être vraiment dans du cru, dans du brut, dans du... comme je viens de découvrir aussi le concept sur Instagram de porn food, où en fait, ce sont euh, des photos de nourriture vraiment en gros plan. Donc, c'est pour ça qu'ils ont repris le terme de porn, comme du porno. Donc, c'est un petit peu bizarre. Alors, voilà, du gros plan. Donc, il s'agit pas de ça. Il s'agit pas de tomber dans la vulgarité. Il s'agit pas de tomber dans la provocation. C'est juste d'appeler un chat. Donc, l'appeler la mort. Alors, je vous remercie d'être là en direct. Je vois qu'il y a Grazia qui est là aussi. Il y a Ludovic. Si vous êtes là en différé, faites-moi un petit coucou, faites-moi un commentaire. Si vous me regardez après sur YouTube, je vous remercie aussi pour vos abonnements, pour vos commentaires. C'est ça qui fait bouger les algorithmes, qui permet la diffusion des vidéos. Je me présente brièvement. Donc, je m'appelle Jannick de Saint-Laurent-du-May. Éclabousseuse de vie, éclabousseuse de joie. Je viens de recevoir un compliment. Enfin, pour moi, je le prends vraiment comme un compliment. En fait, ça m'a touché au cœur de quelqu'un qui se reconnaîtra parce que je la remerciais pour un partage qu'elle avait fait d'une de mes publications sur Facebook et elle me dit, mais tu vaux tous les antidépresseurs avec ce que tu partages quand on t'écoute et quand on te lit aussi. Alors, franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Donc, effectivement, bonsoir Céline, éclabousseuse de vie, éclabousseuse de joie. C'est pas pour ça que je ne parle pas des choses ben, qui font mal, en fait, qui créent aussi ces dépressions, qui créent aussi ces creux de vague. Donc, je parle de la mort et je parle pas de l'événement, euh, voilà, du décès, des choses comme ça. Alors, il y a tout un vocabulaire en tant que... Donc, je suis éclabousseuse de vie, je suis aussi canal de lumière, je suis guérisseuse de lettres, donc avec des accompagnements, j'active l'énergie, je fais des facilitations verbales, énergétiques et corporelles pour que vous puissiez euh, transcender les intensités que vous traversez. Alors, les intensités, ça peut être un deuil, ça peut être une transition de vie, crise existentielle, etc. Et puis, je suis auteur, écrivain. Voilà, mon actif, j'ai trois ouvrages et puis un quatrième qui est en cours. Je vous les montre là, l'envolée, il va y avoir encore tellement de jours, le cahier des questions. Et ce que je voulais partager aussi avec vous, donc dites-moi où est-ce que vous êtes en France et si vous avez déjà, en France, dans le monde, pardon, et si vous avez déjà lu mes livres et lesquels. Voilà, vous mettez ça en commentaire, comme ça, je verrai un petit peu plus. Et donc, je disais que par rapport à l'écriture, quand j'écris, bien sûr, je travaille sur les synonymes. Et finalement, quand j'ai publié mon premier livre, Il va y avoir encore tellement de jours, qui est quelque part mon journal de deuil des 3 premiers mois de deuil, j'ai pas voulu employer de synonymes. Donc, j'ai pas voulu employer le décès, le défunt. Toi, Céline, tu as lu L'Envolée, oui. Ah, alors, justement, on peut en parler parce que là, j'ai parlé de l'envolée, donc je dis effectivement mon fils de l'éternité. Donc, c'est mon fils aîné qui est mort à 28 ans en août 2020 d'un cancer. Et ce livre, L'Envolée, en fait, quand je parle de mon fils, je peux parler de son prénom, Louis. Euh, je parle de lui, de mon fils. Et là, quand les messages que je reçois de lui, ce n'est plus qui il était quand je l'ai connu vivant physiquement. Et c'est pour ça que là, j'utilise ce terme de l'envolée. Voilà, c'est pour différencier en fait qui il a été et qui il est devenu maintenant. Je m'adresse pas au Louis que j'ai connu physiquement sur Terre. Donc ça, c'est une chose. Mais c'est vrai que dans mon premier livre, il va y avoir encore tellement de jours, quand j'ai été interviewée dessus, on m'a dit, oh, j'ai jamais vu un livre qui parle de la mort et où il y a autant le mot vie. Donc effectivement, il y a beaucoup le mot vie dedans, mais il y a aussi beaucoup le mot mort. Et je n'ai absolument pas cherché de synonyme. Je ne voulais pas employer les mots décès, défunt, parce alors, j'ai perdu mon fils disparu, il est passé de l'autre côté, etc. Donc, il y a effectivement plein d'expressions, plein de termes. Bon, après la mort, on peut aussi dire la grande faucheuse. Euh, et puis, il y a beaucoup de gens par...
parfois aussi pour parler de la mort de quelqu'un de très proche, comme ça, qu'ils ont aimé, ils vont parler de l'événement ou ce qui s'est passé, parce qu'en fait, ils n'arrivent déjà pas à prononcer le mot mort. Donc, dites-moi, vous, si vous êtes à l'aise avec ce mot-là déjà. Je sais aussi qu'on m'a fait la remarque, on m'a dit, mais dans les titres de tes vidéos, il y a tout le temps le mot mort. Et ouais, peut-être ça dérange, mais finalement, c'est ce que je dis, appelons un chat un chat. Donc pour moi, j'utilise le mot mort dans le terme scientifique, c'est-à-dire le corps physique s'arrête de fonctionner. Donc ça s'appelle la mort. Après, la mort, elle est aussi un passage, elle est aussi une transition, elle est aussi encore plein de choses. Donc en fait, effectivement, j'utilise ce mot. Euh, Après, je pourrais dire la transition, etc. En même temps, je trouve que c'est compliqué et chacun, on va dire, a ses représentations, peut avoir son imaginaire. Tandis que quand on dit la mort, c'est effectivement la mort physique du corps. Voilà. Pour moi, c'est très clair. Je ne sais pas comment vous voyez les choses. Mettez-moi en commentaire. Attends, est-ce que je vois les commentaires ou pas? Ou est-ce qu'il faut que je rafraîchisse la page? Je vais regarder si je vois autre chose. Donc, mettez-moi ce que c'est. Bon, parfois, je sais que vous écoutez, que vous n'avez pas les mains libres et que voilà, c'est OK comme ça. C'est OK comme ça. Je vais vous lire un petit extrait que j'ai écrit voilà, dans le premier chapitre de Il peut y avoir encore tellement de jours. Donc, Louis est mort le 7 août. Et donc, le 16 août, j'écris. Déjà 9 jours que tu es mort. Tu es mort. Qu'est-ce que ce mot, mort? Où es-tu? Est-ce réel? Et je continue. Et effectivement, il y a tellement de représentations autour de ce mot. Il y a tellement de peur, il y a tellement de frayeur, il y a tellement d'imaginaire. Un chat est un chat. Ouais, voilà, Céline, ok, c'est ça. Donc tu t'en vas, désolé, mais c'est pas grave. Merci d'être passé. Et puis, bah, tu peux les retrouver sur YouTube, c'est peut-être plus facile et t'abonner sur YouTube où, voilà, tu prends ce qui est là maintenant. Et j'ai accepté aussi, en partageant ces vidéos, que ben, vous preniez peut-être des petits moments. Euh, c'est comme ça. On est tous un petit peu parfois en train de surfer. Et pour moi, ce qui est sûr, c'est que juste que vous entendez au moment où vous êtes là, c'est ce que vous aviez à entendre en fait. Voilà. Moi, c'est comme ça que je fonctionne aussi. Euh, et donc, je vais vous lire un autre petit passage qui est un petit peu après aussi. Tu as repris ta respiration et tu as arrêté. Pause de presque 1 minute. Tu reprends une vingtaine de secondes et tu arrêtes. Le temps est suspendu. Nous touchons ton corps. Le temps n'existe plus. Et puis à un moment, tu ne reprends plus de respiration. Nous attendons. Plus de battements. Tu es mort. Voilà. Donc la mort, effectivement, c'est ça aussi. C'est quand même ce passage physique, en fait, du corps le cœur qui s'arrête de fonctionner. Et donc, il n'y a pas. euh, il n'y a pas à employer quelque part d'autres mots. Alors après, oui, si on veut créer quelque chose de plus littéraire, si on veut ne pas se répéter, et on peut changer de mots. Mais pour moi, j'avais besoin, et je pense que si on lit le livre, on va voir, il faudrait que je refasse une recherche pour voir combien de fois il y a le mot vie et combien de fois il y a le mot mort. Voilà. Donc pour moi, c'est important de dire les choses comme elles sont. Et puis en ayant vécu à la campagne, tu vois, quand tu as un chat qui est mort, quand tu trouves des animaux morts, etc. Bon, ben voilà, c'est juste d'appeler les choses par leur nom. Avec les enfants, pour moi, ça a toujours été très important d'appeler les choses comme elles sont, c'est-à-dire avoir quelque part un sens pratique, un sens factuel aussi, juste d'être factuel. Le fait est, tu es mort. Alors après, bien sûr, ça peut devenir tellement douloureux qu'on ne veut pas employer ce mot parce qu'on refuse de voir cette mort, on refuse de voir ça parce que c'est douloureux. Donc ça peut être une chose. Euh, et en même temps, je trouve que d'employer les bons mots, euh, ça permet, c'est plus simple en fait. C'est comme avec un enfant en fait, de parler simplement des choses.
de parler avec une simplicité, de pas s'embrouiller la tête avec plein d'autres choses. Et c'est vrai que, par exemple, après, moi, quand on me dit, bah voilà, tu as perdu ton fils. Non, mon fils est mort. Alors parfois, je perds mes clés, j'ai perdu quelques affaires parce que je les ai pas rangées, je les trouve plus, etc. Je n'ai pas perdu mon fils est mort. Et c'est une expression qui est très courante, que j'entends beaucoup, et je n'en veux pas du tout aux gens qui l'emploient, mais elle ne sonne pas juste pour moi. Je vais vous lire un autre petit extrait que je trouve intéressant, là, Il va y avoir encore tellement de jours, où donc c'est quelqu'un qui parle de moi et qui dit, oui, tu comprends, elle a perdu son fils, elle est sur autre chose, elle n'a pas la tête à de nouveaux projets. Et, euh, Et moi, après, je me dis, mais tu n'es pas mon enfant, tu es un fils de la terre et du vent. Tu es parti explorer une autre dimension, plein d'autres dimensions, où j'apprends à te retrouver chaque jour. Je ne t'ai pas perdu, tu es mort. Donc c'était pour moi, ça c'était vraiment important. Alors évidemment, moi, je peux dire que je suis perdue parce que dans cette nouvelle dimension où est la personne décédée, voilà, dans cette nouvelle dimension où mon fils est mort, ça peut être aussi pour mes parents qui sont morts. Bah, je les capte pas forcément, on va pas forcément les ressentir tout de suite, les percevoir leur message. Donc en fait, quelque part, c'est nous, ceux qui restent, ceux et celles qui restent, qui peuvent être perdus. L'autre, celui qui est passé, donc on me dit de l'autre côté, celui qui est mort, il n'est pas perdu. Alors moi, je peux dire en fait que je suis perdu parce que je ne sais pas où j'en suis. Mes repères ont disparu, mes repères ne sont plus là. Et c'est pareil, on dit il a disparu, il est parti. Euh, ouais, il est parti. Alors c'est une façon de parler. Et je trouve qu'on peut l'employer une fois qu'on a bien dit les choses. C'est-à-dire si on a vraiment dit, OK, cette personne-là, elle est morte. Après, effectivement, on peut aller employer les parties, etc. Ma chienne et mon père étaient durs au toucher. J'ai compris qu'ils n'étaient plus dans leur corps. Ouais, voilà, c'est ça. Quand tu sens le corps complètement rigide, voilà, tu sens qu'il se passe autre chose. Donc, effectivement, tu peux dire, euh, ils sont partis, ils ont effectué un passage, etc. Et en même temps, pour moi, c'est important d'utiliser ça parce qu'on va dire, ben voilà, ils ont disparu. Il a disparu. Les disparus. Euh, Oui, alors en fait, qu'est-ce qui a disparu? Ce qui a disparu, c'est peut-être l'illusion. Ce qui a disparu, c'est peut-être une façon de fonctionner avec une relation avec quelqu'un qui est là, présent physiquement. Ça a disparu, oui. Mais pour moi, mon fils n'a pas disparu. Il est dans une autre dimension, comme moi de la trouver. Donc c'est ça aussi, je trouve que derrière chaque expression qu'on va utiliser, chaque autre mot, euh, on peut fausser quelque part la donne, en fait. Et c'est surtout ne pas oser en fait employer le mot le plus simple, le plus juste. C'est un petit peu comme tous les acronymes qu'on va utiliser maintenant ou tous les concepts. euh, hum, pour dire des choses simples, tu vois, maintenant on parle plus de... Alors on parle accouchement physiologique, enfin oui, bon, c'est un accouchement, quoi, c'est naturel, ou je sais plus ce que j'ai entendu l'autre fois par rapport à l'enfance, où en fait on sort les choses de leur sens premier aussi. Donc, il est passé de l'autre côté. Ouais, quel côté? Et en fait, ben, voilà, si vous lisez peut-être dans l'Envolée, en fait, il y a un moment, je n'ai pas relevé le passage, mais où en fait, il n'y a pas d'autre côté. Il n'y a pas de séparation, en fait. C'est juste une ouverture de toutes les dimensions. Mais pour moi, pour pouvoir s'ouvrir à toutes ces autres dimensions, c'est accepter ça, accepter de dire les choses comme elles sont. Voilà, il est mort. Je me souviens aussi de la phrase que l'infirmière m'a dit au téléphone parce qu'en fait, moi, j'étais rentrée à la maison. C'était une amie qui était auprès de mon fils. Il était à l'hôpital et en fait, je devais rentrer
le lendemain, enfin bref, je m'étais absentée 24 heures. Et en fait, le matin, elle appelle et elle nous dit, je préfère que vous veniez que de regretter de ne jamais être venu. Euh, alors voilà, c'est une façon. Je sais que c'est une phrase très bien travaillée en communication. Voilà, de toute façon, normalement, à l'hôpital, ils disent jamais que la personne est morte pour vous appeler. Bon, en l'occurrence, c'était juste que Louis avait fait des convulsions et voilà, il y avait beaucoup de risques, mais c'était pas encore. On a eu la chance quelque part qu'ils soient encore vivants avec nous pendant 2 semaines. Mais voilà, c'est un peu la phrase édulcorée, comme le médecin qui vous dit pas, qui dit, euh, qui dit pas vous allez mourir, qui dit la maladie a gagné, qui dit des choses comme ça, ou alors vous êtes condamné aussi. Euh, voilà, en fait, ça, le médecin n'a pas employé ces mots-là, mais c'est des personnes qui m'ont dit, quand est-ce que tu as su que ton fils était condamné? Et je dis, waouh, condamné à mort, mais c'est super dur comme vocabulaire aussi, ça. C'est super dur. Donc, en fait, dans tous les mots qu'on utilise, euh, c'est important d'être conscient de la portée de ces mots-là, de ce qu'ils représentent, en fait, de toute la charge qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de revenir à des choses beaucoup plus simples. Vraiment retrouver ce langage d'enfant euh, qui ne cherche pas à camoufler, en fait, qui ne cherche pas à camoufler la mort. Appeler ça un cercueil, voilà. Il y a les os, il y a enfin, le squelette, il y a tout ça, il y a le corps c'est c'est tellement plus simple, en fait, d'être plus sobre quelque part dans notre manière de pouvoir vivre le deuil. Alors après, oui, on peut aller dans l'écriture et aller mettre de la poésie et créer des mots et des expressions, etc. Et ça, oui, on va aller créer cette richesse. Mais la base, la base, c'est la sobriété, c'est quelque part la pureté, le dénuement, en fait, qui reconnaît, voilà, que le corps s'arrête de fonctionner et que dès ce moment-là, tu peux sentir qu'il y a aussi autre chose. Et finalement, souvent, les gens qui n'osent pas utiliser ce mot de mort ou de regarder, comme je dis, la mort en face, ont beaucoup plus de mal, en fait, à sortir de la douleur et aller vers autre chose. Comme pour moi, par exemple, euh, d'avoir eu le corps de notre fils dans le salon. euh, Enfin, c'est un salon cuisine, hein, voilà, c'est une grande pièce qui fait salon cuisine, on a mangé. Euh, donc, on a eu sa dépouille jusqu'à l'enterrement. À la maison, c'était aussi important, en fait. Je ne dis pas que c'était agréable ou désagréable, mais pour nous, c'était important. Et aussi d'être sans tabou par rapport à ça, en fait, d'être sans tabou par rapport à ce qui doit se passer, alors que finalement, ce que j'ai pu voir dans les pompes funèbres avec, bon, c'était quand même pas mal d'enterrements. Après, Louis, il y a eu mon beau-père, avant, j'avais eu mes parents, des oncles, des tantes, des amis, etc. La liste est un peu longue. Euh, il y a beaucoup un langage édulcoré, je trouve, et puis beaucoup aussi on essaie de camoufler les choses, on voit pas trop le cercueil. Non, 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 pour moi, c'était vraiment la mise en terre, d'être là, d'être présent avec tout ce qui se passe aussi, la toilette d'un mort. Et d'ailleurs, merci aussi à toutes les personnes qui font ces boulots-là, les thanatothérapeutes, je crois qu'on dit comme ça, les croque-morts, etc., qui font ce boulot-là. Mais souvent, on essaie d'aseptiser, de ne pas dire les choses, et on ne veut pas parler. Oui, c'est douloureux. En même temps, c'est quand tu parles que la douleur peut sortir, que sinon tu te la gardes là, dans la gorge. Là, je suis en train de montrer la gorge parce que ben voilà, tu t'étrangles. Moi, ils ont été très étonnés que j'arrive à parler, en fait. Mais euh,
Bon, après, c'est peut-être une facilité que j'ai, mais pour moi, c'était tellement important, il fallait que ça sorte, quoi. C'était quand même mon fils qui était mort, donc j'allais pas laisser quelqu'un d'autre parler à ma place, je voulais parler. Bon, pour d'autres personnes, c'est plus difficile, voilà, peux le concevoir. Euh, donc, c'est important, en fait, euh, d'être juste dans les mots, dans le vocabulaire qu'on emploie, et effectivement de regarder la mort en face. Et peut-être arrêter de l'appeler aussi la grande faucheuse. J'ai écrit un petit texte qui est dans une des Master Healing Sessions que je propose, donc qui s'appelle La mort en face, mais mon texte s'appelle La mort n'est pas une salope. Voilà, c'est essayer de regarder la mort autrement aussi, juste pour ce qu'elle est, en fait. Alors, Ludovic, je crois que nous le savons et pouvoir les toucher m'a donné l'information directement, en fait. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai vu aussi beaucoup de personnes euh, qui, sur le coup, n'ont pas osé voir la dépouille dans le cercueil et finalement qui l'ont regretté après parce qu'en se disant ben, ça m'aurait aidé. Moi j'ai vu ça tout bêtement aussi avec des petits chatons qu'on a eus, etc. Et un des chatons en fait a disparu et le deuil a été beaucoup plus douloureux pour les enfants que les autres chats qu'on a retrouvés, alors parfois un peu amochés parce qu'ils étaient fait écraser par une voiture, etc. On a creusé la tombe dans le jardin, on l'a enterré, on a mis des petites fleurs, des petits cailloux, etc. Et on a fait la cérémonie. Et bah là, en fait, ils avaient pu vivre le truc, voir le chat mort, etc. Mais le chat qui avait disparu, ça a été beaucoup plus compliqué. Euh, et donc, et ça, c'est bon, c'est ce qu'on appelle les deuils blancs. Enfin, ça, c'est des trucs vraiment difficiles. Donc, mais en même temps aussi, quand on ne veut pas aller voir le corps quelque part, on garde sa distance vis-à-vis de la mort. On ne veut pas le voir. Bah, voilà, et on va le réaliser peut-être qu'une fois qu'on va être seul ou qu'on va plus revoir cet ami, etc. Euh, alors qu'en fait, si on ose quelque part faire face à la douleur, faire face à la souffrance. Et je dirais pas forcément faire face, mais plonger dedans finalement. Parce que pour moi, c'est pas un combat, c'est juste de plonger dedans. Plonger dans cette mort, plonger dans cette expérience. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai fait, c'est vraiment ce que je partage. Il va y avoir encore tellement de choses. C'est vraiment euh, ne pas fuir en fait tout ce qui se passait dans mon corps, les pleurs, les rires, le rire nerveux, les moments où j'étais paisible, les moments où c'était insupportable, etc. Ne rien fuir en fait. Et plonger dedans, en fait, plonger dans l'expérience, mais parce que c'est la vie, on plonge dedans. Et au lieu de quelque part ne pas essayer de se retenir, essayer de cacher les choses, alors qu'en fait, ça vient travailler à l'intérieur de toute façon, ça nous travaille. Et je vois effectivement des gens qui ont fait ce qu'ils ont pu de toute façon, mais qui ont tenté de camoufler le truc, et en fait, à l'intérieur, c'est une vraie bombe prête à exploser. Moi, je préfère que ça explose. Voilà, c'est comme ça. Alors, c'est comme ça que je vis les choses. Euh, Mais pour moi, c'est plus sain. C'est comme quand il y a une plaie, on la couvre pas tout de suite, non, on laisse saigner, on nettoie, etc. Donc c'est oser ça. Et c'est vrai que la société n'aime pas tellement ça. Parce que, ben voilà, comment vas-tu? Ça va? Oui, ça va bien, merci. J'avais failli donner ça comme titre de mon livre, Comment vas-tu depuis que ton fils est mort? Comment ça va? Ben, ça ne va pas. Ça ne- Pas dans le sens ça va bien ou ça va mal. Ça va dans le sens parce que je suis en train d'avancer avec cette mort. C'est pas, je n'ai pas perdu mon fils, il n'a pas disparu, mon fils est mort. Son corps n'est plus là. Et euh, j'explore, je tâtonne cette nouvelle configuration, euh, cette nouvelle communication avec lui. Je pose des questions, j'avance, etc. Parce que j'accepte d'employer aussi ce mot pour ce qu'il veut dire, sans plus. Voilà, j'espère que ça vous parle. Euh,
J'ai l'impression d'en avoir déjà dit beaucoup. Je pourrais discourir encore longtemps. Je vois pas d'autres commentaires. Euh, Si vous avez d'autres questions qui viennent, si vous êtes en replay, je regarde si je vois les commentaires, mais parfois je les vois que après. N'hésitez pas à m'envoyer un message, on pourra en reparler. Merci pour les petits cœurs, merci pour les j'aime, merci pour vos partages aussi. Et, et vraiment, en fait, tout ce que je dis par rapport à la mort, c'est vraiment ce que je dis par rapport à la vie. Finalement, c'est d'aborder la vie comme elle est, en sachant, alors quand je parle là de la vie, je parle de la vie terrestre, en sachant que, voilà, il n'y a pas que cette dimension terrestre, et en sachant que de toute façon, cette vie terrestre, voilà, elle s'arrête un jour. Alors on se dit qu'on a envie que ce soit le plus lointain possible, surtout peut-être pour les autres, ceux qu'on aime. Euh, Peut-être c'est nous qui partirons avant, voilà, qui mourront avant. Voilà, je dis partiront. Euh, oui, parce que c'est effectivement un départ, la mort. C'est effectivement un départ pour ceux qui meurent et pour ceux qui restent. C'est un départ vers autre chose, vers une nouvelle façon d'aborder la vie, une nouvelle façon, euh, une nouvelle configuration familiale, puisque bah, voilà, il y a quelqu'un qui n'est plus là physiquement et comment on peut vivre avec une autre présence que chacun peut percevoir aussi de manière différente. Donc pour moi, c'est vraiment la façon dont on aborde la vie. Voilà, voir la vérité sans ciller, ça c'est une des dernières phrases de la prière de l'envolée. Donc je vois la vérité sans ciller, donc je vois ce qui est. Et Et bien sûr, quand je dis que j'ai employé beaucoup ce mot mort, voilà, en disant c'est la mort physique, c'était aussi enlever toutes les définitions, en fait, euh, toutes les idées qu'il y a derrière ce mot, en fait, Euh, toutes les connotations par rapport à la mort, toutes ces connotations négatives, euh, toutes ces connotations de souffrance, en fait, aussi tout cet égrégore qui est autour. Juste prendre le mot euh, dans sa fonction de description de du phénomène, voilà, du corps qui s'arrête de fonctionner, du cœur qui s'arrête de battre. Juste ça. Et après, on peut vivre plein de choses en fait. Là, il y a de l'espace pour la vie. Quand on ose regarder la mort pour ce qu'elle est, on ouvre l'espace pour la vie. C'est ce que je vous souhaite pour ce soir. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez des envies de thèmes, de vidéos, si vous avez des questions, surtout posez-les-moi, partagez-les, et je me ferai un plaisir de vous répondre.